Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Chapitre 22. À la recherche de l'eau. La descente recommença, cette fois par la nouvelle galerie. Hans marchait en avant selon son habitude. Nous n'avions pas fait 100 pas que le professeur, promenant sa lampe le long des murailles, s'écriait « Voilà des terrains primitifs. Nous sommes dans la bonne voie. Marchons, marchons !» Lorsque la Terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde, la diminution de son volume produisit dans l'écorce des dislocations, des ruptures, des retraits, des fendilles. Le couloir actuel était une fissure de ce genre, par laquelle s'épanchait autrefois le granit éruptif. Ces 1000 détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial. À mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale, et elle a reconnu qu'il se compose de 3 couches différentes, les schistes, les gneiss et les micaschistes, reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit. Or, jamais minéralogiste ne s'était rencontré dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place. Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne, nous allions l'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains. À travers l'étage des schistes colorés de belles nuances vertes, serpentaient des filons métalliques de cuivre, de manganèse, avec quelques traces de platine et d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l'avidité humaine n'aura jamais la jouissance. Ces trésors, les bouleversements des premiers jours les ont enterrés à de telles profondeurs que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. Aux schistes succédèrent les gneiss, une structure stratiforme, remarquable par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets. Puis les micaschistes, disposés en grandes lamelles rehaussées à l'œil par des scintillations du mica blanc. La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ces jets de feu sous tous les angles, et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux, dans lequel les rayons se brisaient en 1000 éblouissements. Vers 6 heures du soir, cette fête de lumière vint à diminuer sensiblement, presque à cesser. Les parois prirent une teinte cristallisée, mais sombre. Le mica se mélangea plus intimement au feldspath et au quartz pour former la roche par excellence, la pierre dure entre toutes, celle qui supporte, sans en être écrasée, les 4 étages de terrain du globe. Nous étions murés dans l'immense prison de granit. Il était 8 heures du soir. L'eau manquait toujours. Je souffrais horriblement. Mon oncle marchait en avant et ne voulait pas s'arrêter. Il tendait l'oreille pour surprendre les mesures de quelque source. Mais rien. Cependant, mes jambes refusaient de me porter. Je résistais à mes tortures pour ne pas obliger mon oncle à faire halte. C'eût été pour lui le coup du désespoir, car la journée finissait, la dernière qui lui appartint. Enfin mes forces m'abandonnèrent, je poussai un cri et je tombai. « À moi, je meurs !» Mon oncle revint sur ses pas. Il me considéra en croisant ses bras, et puis ces paroles sourdes sortirent de ses lèvres. « Tout est fini. » Un effrayant geste de colère frappa une dernière fois mes regards, et je fermai les yeux. Lorsque je les rouvris, j'aperçus mes 2 compagnons immobiles et roulés dans leur couverture. Dormaient-ils ? Pour mon compte, je ne pouvais trouver un instant de sommeil. Je souffrais trop, et surtout de la pensée que mon mal devait être sans remède. Les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans mon oreille. Tout est fini. Car dans un pareil état de faiblesse, il ne fallait même pas songer à regagner la surface du globe. Il y avait 1 lieue et demie d'écorce terrestre. Il me semblait que cette masse pesait de tout son poids sur mes épaules. Je me sentais écrasé, et je m'épuisais en efforts violents pour me retourner sur ma couche de granit. Quelques heures se passèrent.
Un silence profond régnait autour de nous, un silence de tombeau. Rien n'arrivait à travers ces murailles dont la plus mince mesurait 5000 d'épaisseur. Cependant, au milieu de mon assoupissement, je crus entendre un bruit. L'obscurité se faisait dans le tunnel. Je regardais plus attentivement, et il me sembla voir l'Islandais qui disparaissait, la lampe à la main. Pourquoi ce départ? Hans nous abandonnait-il? Mon oncle dormait. Je voulus crier. Ma voix ne put trouver passage entre mes lèvres desséchées. L'obscurité était devenue profonde et les derniers bruits venaient de s'éteindre. « Hans nous abandonne !» m'écriai-je. « Hans! Hans !» Ces mots, je les criais en moi-même. Ils n'allaient pas plus loin. Cependant, après le premier instant de terreur, j'eus honte de mes soupçons contre un homme dont la conduite n'avait rien eu jusque-là de suspect. Son départ ne pouvait être une fuite. Au lieu de remonter la galerie, il la descendait. De mauvais desseins l'eussent entraîné en haut, non en bas. Ce raisonnement me calma un peu, et je revins à un autre ordre d'idées. Hans, cet homme paisible, un motif grave avait seul pu l'arracher à son repos. Allait-il donc à la découverte? Avait-il entendu pendant la nuit silencieuse quelques murmures dont la perception n'était pas arrivée jusqu'à moi? Chapitre 23. Hans trouve l'eau. Pendant 1 heure, j'imaginais dans mon cerveau en délire toutes les raisons qui avaient pu faire agir le tranquille chasseur. Les idées les plus absurdes s'enchevêtrèrent dans ma tête. Je crus que j'allais devenir fou. Mais enfin un bruit de pas se produisit dans les profondeurs du gouffre. Hans remontait. La lumière incertaine commençait à glisser sur les parois, puis elle déboucha par l'orifice du couloir. Hans parut. Il s'approcha de mon oncle, lui mit la main sur l'épaule et l'éveilla doucement. Mon oncle se leva. « Qu'est-ce donc ?» fit-il. « Va-t'en !» répondit le chasseur. Il faut croire que sous l'inspiration des violentes douleurs, chacun devient polyglotte. Je ne savais pas un seul mot de danois, et cependant je compris d'instinct le mot de notre guide. « De l'eau ! De l'eau !» m'écriai-je en battant des mains, en gesticulant comme un insensé. « De l'eau !» répétait mon oncle. « Ah va ?» demanda-t-il à l'Islandais. « Nedat !» répondit Hans. « Où ?» En bas, je comprenais tout. J'avais saisi les mains du chasseur et je les pressais tandis qu'il me regardait avec calme. Les préparatifs du départ ne furent pas longs, et bientôt nous descendions dans un couloir dont la pente atteignit 2 pieds par toise. 1 heure plus tard, nous avions fait 1000 toises environ et descendu 2000 pieds. En ce moment, nous entendions distinctement un son inaccoutumé courir dans les flancs de la muraille gigantesque, une sorte de mugissement sourd, comme un tonnerre éloigné. Pendant cette première demi-heure de marche, ne rencontrant point la source annoncée, je sentais les angoisses me reprendre. Mais alors mon oncle m'apprit l'origine des bruits qui se produisaient. « Hans ne s'est pas trompé, dit-il. Ce que tu entends là, c'est le mugissement d'un torrent. »« Un torrent ?» m'écriai-je. « Il n'y a pas à en douter. Un fleuve souterrain circule autour de nous. » Nous hâtâmes le pas, surexcités par l'espérance. Je ne sentais plus ma fatigue. Ce bruit d'une eau murmurante me rafraîchissait déjà. Le torrent, après s'être longtemps soutenu au-dessous de notre tête, courait maintenant dans la paroi de gauche, mugissant et bondissant. Je passais fréquemment ma main sur le roc, espérant y trouver des traces de suintement ou d'humidité, mais en vain. 1 demi-heure s'écoula encore. 1 demi-lieue fut encore franchie. Il devint alors évident que le chasseur, pendant son absence, n'avait pu prolonger ses recherches au-delà. Guidé par un instinct particulier aux montagnards, aux hydroscopes, il sentit ce torrent à travers le roc, mais certainement il n'avait point vu le précieux liquide, il ne s'y était pas désaltéré. Bientôt même, il fut constant que si notre marche continuait, nous nous éloignerions du torrent, dont le murmure tendait à diminuer. On rebroussa chemin. Hans s'arrêta à l'endroit précis où le torrent semblait être le plus rapproché.
Je m'assis près de la muraille, tandis que les eaux couraient à 2 pieds de moi avec une violence extrême. Mais un mur de granit nous en séparait encore. Sans réfléchir, sans me demander si quelque moyen n'existait pas de se procurer cette eau, je me laissai aller à un premier mouvement de désespoir. Hans me regarda, et je crus voir un sourire apparaître sur ses lèvres. Il se leva, prit la lampe, je le suivis. Il se dirigea vers la muraille, je le regardai faire. Il colla son oreille sur la pierre sèche et la promena lentement en écoutant avec le plus grand soin. Je compris qu'il cherchait le point précis où le torrent se faisait entendre plus bruyamment. Ce point, il le rencontra dans la paroi latérale de gauche, à 3 pieds au-dessus du sol. Combien j'étais ému! Je n'osais deviner ce que voulait faire le chasseur. Mais il fallut bien le comprendre et l'applaudir, et le presser de mes caresses quand je vis saisir son pic pour attaquer la roche elle-même. « Sauvez !» m'écriai-je. « Sauvez !» « Oui, » reprit mon oncle avec frénésie. « Hans a raison. Ah, le brave chasseur. Nous n'aurions pas trouvé cela. » Je le crois bien. Un pareil moyen, quelque simple qu'il fût, ne nous serait pas venu à l'esprit. Rien de plus dangereux que de donner un coup de pioche dans cette charpente de globe. Et si quelque éboulement allait se produire qui nous écraserait? Et si le torrent se faisant jour à travers le roc allait nous envahir? Ces dangers n'avaient rien de chimérique, mais alors mes craintes d'éboulement ou d'inondation ne pouvaient nous arrêter, et notre soif était si intense que, pour l'apaiser, nous eussions creusé au lit même de l'océan. Hans se mit au travail, que ni mon oncle ni moi n'eussions accompli. L'impatience emportant notre main, la roche eût volé en éclats sous ses coups précipités. Le guide, au contraire, calme et modéré, usa peu à peu le rocher par une série de petits coups répétés, creusant une ouverture large d'1 demi-pied. J'entendais le bruit du torrent s'accroître, et je croyais déjà sentir l'eau bienfaisante rejaillir sur mes lèvres. Bientôt le pic s'enfonça de 2 pieds dans la muraille de granit. Le travail durait depuis plus d'1 heure. Je me tordais d'impatience. Mon oncle voulait y employer les grands moyens. J'eus de la peine à l'arrêter, et déjà il saisissait son pic, quand soudain un sifflement se fit entendre. Un jet d'eau s'élança de la muraille et vint se briser sur la paroi opposée. Hans, à demi renversé par le choc, ne put retenir un cri de douleur. Je compris pourquoi, lorsque, plongeant mes mains dans le jet liquide, je poussai à mon tour une violente exclamation. La source était bouillante. « De l'eau à 100 degrés !» m'écriai-je. « Eh bien, elle refroidira !» répondit mon oncle. Le couloir s'emplissait de vapeur tandis qu'un ruisseau se formait et allait se perdre dans les sinuosités souterraines. Bientôt après, nous y puisions notre première gorgée. Ah, quelle jouissance! Quelle incomparable volupté! Qu'était cette eau? D'où venait-elle? Peu importait, c'était de l'eau, et quoique chaude encore, elle ramenait au cœur la vie prête à s'échapper. Je buvais sans m'arrêter, sans goûter même. Ce ne fut qu'après 1 minute de délectation que je m'écriai « Eh, mais c'est de l'eau ferrugineuse !»« Excellente pour l'estomac, » répliqua mon oncle, « et d'une haute minéralisation. Voilà un voyage qui vaudra celui du spa de Toplitz. » « Oh, que c'est bon !»« Je le crois bien, une eau puisée à 2 lieues sous terre. Elle a un goût d'encre qui n'a rien de désagréable. Une fameuse ressource que Hans nous a procurée là. Aussi je propose de donner son nom à ce ruisseau salutaire. »« Bien !» m'écriai-je. Et le nom de Hans Bach fut aussitôt adopté. Hans n'en fut pas plus fier. Après s'être modérément rafraîchi, il s'accota dans un coin avec son calme accoutumé. « Maintenant, dis-je, il ne faudrait pas laisser perdre cette eau ?»« À quoi bon ?» répondit mon oncle. « Je soupçonne la source d'être intarissable. »« Qu'importe, remplissons l'outre et les gourdes, et puis nous essaierons de boucher l'ouverture. » Mon conseil fut suivi. Hans, au moyen d'éclats de granit et d'étoupes, essaya d'obstruer l'entaille faite à la paroi. Ce ne fut pas chose facile. On se brûlait les mains sans y parvenir. La pression était trop considérable, et nos efforts demeurèrent infructueux. Il est évident, dis-je, que les nappes supérieures de ce cours d'eau sont situées à une grande hauteur,
à en juger par la force du jet. Cela n'est pas douteux, répliqua mon oncle. Il y a 1000 atmosphères de pression, si cette colonne d'eau a 32 000 pieds de hauteur. Mais me vient une idée. Laquelle? Pourquoi nous entêter et à boucher cette ouverture? Parce que j'aurais été très embarrassé de trouver une bonne raison. Quand nos gourdes sont vides, sommes-nous assurés de trouver à les remplir? Non, évidemment. Eh ben, laissons couler cette eau. Elle descendra naturellement, elle guidera ceux qu'elle rafraîchira en route. Voilà qui est bien imaginé, m'écriai-je. Et avec ce ruisseau pour compagnon, il n'y a plus aucune raison de ne pas réussir dans nos projets. Ah, tu y viens, mon garçon, dit le professeur en riant. Je fais mieux que d'y venir, j'y suis. Un instant, commençons par prendre quelques heures de repos. J'oubliais vraiment qu'il fit nuit. Le chronomètre se chargea de me l'apprendre. Bientôt chacun de nous, suffisamment restauré et rafraîchi, s'endormit d'un sommeil profond. Chapitre 24. Voyage sous terre. Le lendemain, nous avions déjà oublié nos douleurs passées. Je m'étonnais tout d'abord de n'avoir plus soif, et j'en demandai la raison. Le ruisseau qui coulait à mes pieds en murmurant se chargea de me répondre. On déjeuna et l'on but de cette excellente eau ferrugineuse. Je me sentais tout ragaillardi et décidé à aller loin. Pourquoi un homme convaincu comme mon oncle ne réussirait-il pas avec un guide industrieux comme Hans et un neveu déterminé comme moi? Voilà les belles idées qui se glissaient dans mon cerveau. On m'eût proposé de remonter la cime de Sneffels que j'aurais refusé avec indignation. Mais il n'était heureusement question que de descendre. « Partons » m'écriai-je, en éveillant par mes accents enthousiastes les vieux échos du globe. La marche fut reprise le jeudi à 8 heures du matin. Le couloir de granit, se contournant en sinueux détours, présentait des coudes inattendus et affectait l'imbroglio d'un labyrinthe. Mais en somme, sa direction principale était toujours le sud-est. Mon oncle ne cessait de consulter avec le plus grand soin sa boussole pour se rendre compte du chemin parcouru. La galerie s'enfonçait presque horizontalement, avec 2 pouces de pente partoise tout au plus. Le ruisseau courait sans précipitation en murmurant sous nos pieds. Je le comparais à quelques génies familiers qui nous guidaient à travers la terre, et de la main je caressais la tiède naïade dont les chants accompagnaient nos pas. Ma bonne humeur prenait volontiers une tournure mythologique. Quant à mon oncle, il pestait contre l'horizontalité de la route, lui, l'homme des verticales. Son chemin s'allongeait indéfiniment, et au lieu de se glisser le long du rayon terrestre, suivant son expression, il s'en allait par l'hypoténuse. Mais nous n'avions pas le choix, et tant que l'on gagnait vers le centre, si peu que ce fût, il ne fallait pas se plaindre. D'ailleurs, de temps à autre, les pentes s'abaissaient, la naïade se mettait à dégringoler en mugissant, et nous descendions plus profondément avec elle. En somme, ce jour-là et le lendemain, on fit beaucoup de chemin horizontal et relativement peu de chemin vertical. Le vendredi soir 10 juillet, d'après l'estime, nous devions être à 30 lieues au sud-est de Reykjavik, à une profondeur de 2 lieues et demie. Sous nos pieds s'ouvrit alors un puits assez effrayant. Mon oncle ne put s'empêcher de battre des mains en calculant la roideur de ces pentes. « Voilà qui nous mènera loin » s'écria-t-il, « et facilement, car les saillies du roc font un véritable escalier. » Les cordes furent disposées par Hans de manière à prévenir tout accident. La descente commença. Je n'ose l'appeler périlleuse, car j'étais déjà familiarisé avec ce genre d'exercice. Ce puits était une fente étroite pratiquée dans le massif, du genre de celle qu'on appelle faille. La contraction de la charpente terrestre, à l'époque de son refroidissement, l'avait évidemment produite. Si elle servit autrefois de passage aux matières éruptives vomies par le Sneffels, je ne m'expliquais pas comment celle-ci n'y laissèrent aucune trace. Nous descendions une sorte de vis tournante qu'on eût cru faite de la main des hommes.
De quart d'heure en quart d'heure, il fallait s'arrêter pour prendre un repos nécessaire et rendre à nos jarrets leur élasticité. On s'asseyait et alors sur quelques saillies, les jambes pendantes. On causait en mangeant et l'on se désaltérait au ruisseau. Il va sans dire que dans cette faille, le Hansbach s'était fait cascade au détriment de son volume, mais il suffisait, et au-delà, à étancher notre soif. D'ailleurs, avec les déclivités moins accusées, il ne pouvait manquer de reprendre son cours paisible. En ce moment, il me rappelait mon digne oncle, ses impatiences et ses colères, tandis que par les pentes adoucies, c'était le calme du chasseur islandais. Le 6 et 7 juillet, nous suivîmes les spirales de cette faille, pénétrant encore de 2 lieues dans l'écorce terrestre, ce qui faisait près de 5 lieues au-dessous du niveau de la mer. Mais le 8, vers midi, la faille prit dans la direction du sud-est une inclinaison beaucoup plus douce, environ 45 degrés. Le chemin devint alors aisé et d'une parfaite monotonie. Il était difficile qu'il en fût autrement. Le voyage ne pouvait y être varié par les incidents du paysage. Enfin, le mercredi 15, nous étions à 7 lieues sous terre et à 50 lieues environ du Sneffels. Bien que nous fussions un peu fatigués, nos santés se maintenaient dans un état rassurant et la pharmacie de voyage était encore intacte. Mon oncle tenait heure par heure les indications de la boussole, du chronomètre, du nanomètre et du thermomètre, celle-là même qu'il a publiée dans le récit scientifique de son voyage. Il pouvait donc se rendre facilement compte de sa situation. Lorsqu'il m'apprit que nous étions à une distance horizontale de 50 lieues, je ne pus retenir une exclamation. « Qu'as-tu donc » demanda-t-il. « Rien, seulement je fais une réflexion. »« Laquelle, mon garçon ?»« C'est que, si vos calculs sont exacts, nous ne sommes plus sous l'Islande, crois-tu ? Il est facile de nous en assurer. Je pris mes mesures au compas de la carte. Je ne me trompais pas, nous avons dépassé le cap Portland, et ces 50 lieues dans le sud-est nous mettent en pleine mer. « Sous la mer !» expliqua mon oncle en se frottant les mains. « Ainsi, m'écriai-je, l'océan s'étend au-dessus de notre tête. »« Bah, Axel, rien de plus naturel. N'y a-t-il pas à Newcastle des mines de charbon qui s'avancent sous les flots ?» Le professeur pouvait trouver cette situation fort simple, mais la pensée de me promener sous la masse des eaux ne laissa pas de me préoccuper, et cependant que les plaines et les montagnes de l'Islande fussent suspendues sur notre tête ou les flots de l'Atlantique, cela importait peu en somme du moment que la charpente granitique était solide. Du reste, je m'habituai promptement à cette idée, car le couloir tantôt droit, tantôt sinueux, capricieux dans ses pentes comme dans ses détours, mais toujours courant au sud-est et toujours s'enfonçant davantage, nous conduisait rapidement à de grandes profondeurs. 4 jours plus tard, le samedi 18 juillet, le soir, nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste. Mon oncle remit à Hans ses 3 rextals hebdomadaires et il fut décidé que le lendemain serait un jour de repos. Chapitre 25 « Discussion scientifique sous l'océan » Je me réveillai donc le dimanche matin sans cette préoccupation habituelle d'un départ immédiat, et quoique ce fût au plus profond des abîmes, cela ne laissait pas d'être agréable. D'ailleurs, nous étions faits à cette existence de troglodytes. Je ne pensais guère au soleil, aux étoiles, à la lune, aux arbres, aux maisons, aux villes, à toutes ces superfluités terrestres dont l'être sublunaire s'est fait une nécessité. En notre qualité de fossiles, nous faisions fi de ces inutiles merveilles. La grotte formait une vaste salle. Sur son sol granitique coulait doucement le ruisseau fidèle. À une pareille distance de la source, son eau n'avait plus que la température ambiante et se laissait boire sans difficulté. Après le déjeuner, le professeur voulut consacrer quelques heures à mettre en ordre ses notes quotidiennes. « D'abord, dit-il, je vais faire des calculs afin de relever exactement notre situation. Je veux pouvoir, au retour, tracer une carte de notre voyage, une sorte de section verticale du globe qui donnera le profil de l'expédition.
Ce sera fort curieux, mon oncle, mais vos observations auront-elles un degré suffisant de précision? Oui, j'ai noté avec soin les angles et les pentes. Je suis sûr de ne point me tromper. Voyons d'abord où nous sommes. Prends une boussole et observe la direction qu'elle indique. Je regardai l'instrument et après un examen attentif, je répondis « Est quart sud-est ». Bien, fit le professeur en notant l'observation et en établissant quelques calculs rapides. J'en conclus que nous avons fait 85 lieues depuis notre point de départ. Ainsi, nous voyageons sous l'Atlantique? Parfaitement. Et dans ce moment, une tempête s'y déchaîne peut-être, et des navires sont secoués sur notre tête par les flots et l'ouragan? Cela se peut. Et les baleines viennent frapper de leur queue les murailles de notre prison? Sois tranquille, Axel, elles ne parviendront pas à l'ébranler. Mais revenons à nos calculs. Nous sommes dans le sud-est, à 85 lieues de la base du Sneffels, et d'après mes notes précédentes, j'estime à 16 lieues la profondeur atteinte. 16 lieues, m'écriai-je. Sans doute. Mais c'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre. Je ne dis pas non. Et ici, suivant la loi de l'accroissement de la température, une chaleur de 1500 degrés devrait exister. Devrait, mon garçon. Et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide et serait en pleine fusion. Tu vois qu'il n'en est rien, et que les faits, suivant leur habitude, viennent démentir les théories. J'en suis forcé d'en convenir. Mais enfin, cela m'étonne. Qu'indique le thermomètre? 27 degrés 6 dixièmes. Il s'en manque donc de 1474 degrés 4 dixièmes que les savants n'aient raison. Donc l'accroissement proportionnel de la température est une erreur. Donc Humphrey Davy ne se trompait pas, et donc je n'ai pas eu tort de l'écouter. Qu'as-tu à répondre? Rien. À la vérité, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. Je n'admettais la théorie de Davy en aucune façon. Je tenais toujours pour la chaleur centrale, bien que je n'en ressentisse point les effets. J'aimais mieux admettre en vérité que cette cheminée d'un volcan éteint, recouverte par les laves d'un enduit réfractaire, ne permettait pas à la température de se propager à travers ses parois. Mais sans m'arrêter à chercher des arguments nouveaux, je me bornai à prendre la situation telle qu'elle était. « Mon oncle, repris-je, je tiens pour exact tous vos calculs. Mais permettez-moi d'en tirer une conséquence rigoureuse. Va, mon garçon, à ton aise. Au point où nous en sommes, sous la latitude de l'Islande, le rayon terrestre est de 1583 lieues à peu près. 1583 lieues et un tiers. Mettons 1600 lieues en chiffre rond. Sur un voyage de 1600 lieues, nous en avons fait 12, comme tu dis, et cela au prix de 85 lieues de diagonale. Parfaitement. En 20 jours environ. En 20 jours. Or, 16 lieues font le centième du rayon terrestre. À continuer ainsi, nous mettrons donc 2000 jours, ou près de 5 ans et demi, à descendre. Le professeur ne répondit pas. Sans compter que si une verticale de 16 lieues s'achète par une diagonale de 80, ça fera 8000 lieues dans le sud-est. Il y aura longtemps que nous serons sortis par un point de la circonférence avant d'en atteindre le centre. « Au diable tes calculs !» répliqua mon oncle avec un mouvement de colère. « Au diable tes hypothèses! Sur quoi reposent-elles? Qui te dit que ce couloir ne va pas directement à notre but? D'ailleurs, j'ai pour moi un précédent. Ce que je fais là, un autre l'a fait. Et où il a réussi, je réussirai à mon tour. Je l'espère, mais enfin, il m'est bien permis. Il t'est permis de te taire, Axel, quand tu voudras déraisonner de la sorte. Je vis bien que le terrible professeur menaçait de reparaître sous la peau de l'oncle, et je me tins pour averti. Maintenant, reprit-il, consulte le manomètre, qu'indique-t-il? Une pression considérable. Bien. Tu vois qu'en descendant doucement, en nous habituant peu à peu à la densité de cette atmosphère, nous n'en souffrons aucunement. Aucunement, sauf quelques douleurs d'oreille. Ce n'est rien. Et tu feras disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air contenu dans tes poumons. Parfaitement, répondis-je, bien décidé à ne plus contrarier mon oncle. Il y a même un plaisir véritable à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense. Avez-vous remarqué avec quelle intensité le son s'y propage? Sans doute. Un sourd finirait par y entendre merveille. Mais cette densité augmentera sans aucun doute. Oui,
Suivant une loi assez peu déterminée, il est vrai que l'intensité de la pesanteur diminuera à mesure que nous descendrons. Tu sais que c'est à la surface même de la Terre que son action se fait le plus vivement sentir, et qu'au centre du globe les objets ne pèsent plus. Je le sais, mais dites-moi, cette Terre ne finira-t-il pas par acquérir la densité de l'eau? Sans doute, sous une pression de 710 atmosphères. Et plus bas, cette densité s'accroîtra encore. Comment descendrons-nous alors? Eh bien, nous mettrons des cailloux dans nos poches. Ma foi, mon oncle, vous avez réponse à tout. Je n'osais pas aller plus savant dans le champ des hypothèses, car je me serais encore heurté à quelque impossibilité qui eût fait bondir le professeur. Il était évident cependant que l'air, sous une pression qui pouvait atteindre des milliers d'atmosphères, finirait par passer à l'état solide, et alors, en admettant que nos corps eussent résisté, il faudrait s'arrêter en dépit de tous les raisonnements du monde. Mais je ne fis pas valoir cet argument. Mon oncle m'aurait encore riposté par son éternel Saknussemm, précédent sans valeur, car, en tenant pour avéré le voyage du savant islandais, il y avait une chose bien simple à répondre. Au XVIe siècle, ni le baromètre, ni le manomètre n'étaient inventés. Comment donc Saknussemm avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe? Mais je gardai cette objection pour moi, et j'attendis les événements. Le reste de la journée se passa en calcul, en conversation. Je fus toujours de l'avis du professeur Lindenbrock, et j'enviai la parfaite indifférence de Hans, qui, sans chercher les effets et les causes, s'en allait aveuglément où le menait la destinée. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.